bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On aura deux parties assez distinctes. On va commencer par celle qui est sans doute la plus légère et sans doute la plus agréable à entendre. On va parler musique classique. On en parle dans l'événement à venir. Daniel Barger, bonsoir. Bonsoir. Je disais tout à l'heure, on va parler, c'est la partie la plus légère. La musique classique reste quelque chose de à part pour un public connaisseur. Pas forcément. C'est souvent une question d'appréhension. C'est-à-dire que les gens n'osent pas aller vers l'opéra ou n'osent pas aller... on a l'impression qu'il y a besoin de code, il y a besoin d'avoir une culture pour pouvoir être dans ce monde-là. Ou être dans un milieu particulier. Tout à fait. Ou un niveau social. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à mon avis, c'est une impression et une appréhension. Il n'y a pas du tout de cloisonnement et il suffit juste de pousser la porte d'un concert pour s'y trouver vraiment au même titre que tout le monde. C'est un paradoxe parce que je dis toujours, pour ceux qui adorent les dessins animés, que ce soit les Disney avec Mickey, que ce soit la Fantasia, que ce soit la musique classique a beaucoup accompagné les dessins animés déjà. Les dessins animés et puis les films, Barry Lyndon, Mort à Venise, il y a Carmen, absolument. Oui, elle fait partie de la musique populaire, de la culture populaire, à condition que on n'en fasse pas quelque chose comme ça d'un peu sacré. Sans doute l'hymne le plus connu en Europe, ça restera l'hymne de l'Europe. Hein. Oui, bien sûr, Beethoven, la 9e symphonie, l'hymne à la joie. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que quand on regarde, et même dans les films, dans certains films, Ennio Morricone a fait beaucoup de musique de film, on voit ce que c'est le niveau, mais il y a des musiques classiques qui ont vraiment accompagné des séries, et c'est vrai qu'on s'est pas rendu compte qu'on écoutait un tel. Et puis la musique, l'opéra a été souvent des opéras qui sont nés si on prend par exemple Casse-Noisette de Tchaïkovski, né à partir de ce qu'a écrit Alexandre Dumas, fils, La Dame aux Camélias. Il y a quand même des choses que c'est beaucoup plus lié à la réalité qu'on ne le croit. Bien sûr, et puis après, il y a une question de tradition aussi. Mon grand-père, par exemple, qui habitait Marseille et qui était cheminot et qui était docker, allait à l'opéra tout le temps. Alors, il était vraiment au poulailler, etc. Mais il connaissait tout le répertoire d'opéra. C'était sa culture méridionale. Donc, vous parliez de Carmen. Enfin, moi, j'ai entendu mon père chanter tous les grands airs d'opéra à la maison, transmis par son père lui-même, quoi. Et il y a ce que les opéras ont apporté justement à la musique classique, que ce soit les 4 saisons de Vivaldi, que ce soit le Boléro de Ravel, que ce soit tout ce que Mozart a pu apporter, la flûte enchantée ou autre. Il y a des classiques qui sont vraiment connus, mais pas la musique classique n'est pas, je dirais, une musique qu'on écoute comme ça. C'est-à-dire, on peut l'écouter comme ça quand elle vient à nous. C'est faire la démarche d'aller dans un concert de musique classique qui est souvent un petit peu plus difficile. Mais on en écoute, comme vous le dites, régulièrement au cinéma, à la télévision, à la radio. Au cinéma, c'est quelque chose qui est récurrent pour moi. Je vais le chercher de temps en temps. C'est la musique de la liste Schindler. Cette musique qui se joue à la fin. Au moment où ils vont au cimetière déposer un caillou sur la tombe d'Oskar Schindler. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une vidéo sur YouTube où il y a cette dame qui joue et qui pleure tellement la musique Bien sûr. la prend, quoi. Donc, oui, et puis elle fait partie de la vie. On a tous cette image de Rostropovitch, le grand violoncelliste, le jour où on a détruit le mur de Berlin avec son violoncelle, et jouer seul devant le... Voilà, c'est une image qui est restée... qui fait partie de la culture mondiale maintenant. C'est pour ça que je disais que finalement, la musique classique, elle est vraiment dans la... Et puis j'ai aimé ces flash mobs où on voyait
que ce soit les violoncellistes, ceux qui jouaient le violon, les violonistes, qui viennent comme ça et qui font de la musique devant. Et on voit le public vraiment en prend, qui applaudit à la fin. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais quelque part, la musique classique a évolué, mais malgré tout, ça reste encore, pour certains, enfermé dans certaines... C'est ce que je vous disais. Il faut faire la démarche d'aller vers, et nous, on essaie de faire en sorte de venir vers les gens. On a la chance au conservatoire, puisque on va parler certainement du chœur régional qui est attaché au conservatoire. Le conservatoire, à côté de toute l'enseignement... Avant d'y venir, je voudrais juste faire une parenthèse. Je pense que la venue de Barbara Hendricks à La Réunion, ça a été un moment... C'est un moment, oui, comme celle de Jordi Saval aussi, dans le même festival. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au conservatoire régional... D'abord, je vais commencer par le début. D'accord. Alors, il existe à La Réunion un conservatoire... Absolument. Qui s'appelle le chœur régional de La Réunion. Qui s'appelle le conservatoire à rayonnement régional. Et le chœur régional, vous disiez que c'est un des 4 qui existent en France ? Oui, alors le chœur régional fait partie du conservatoire. C'est en fait la pratique adulte au conservatoire et la pratique amateur au conservatoire. Le conservatoire étant un lieu de formation où généralement ce sont plutôt des enfants, des élèves, des adolescents qui viennent apprendre. Certains feront une carrière professionnelle, mais c'est pas tout à fait l'objectif. Mais il faut dans ces conservatoires-là qu'il y ait une place pour les musiciens amateurs et les musiciens adultes. Et le chœur régional remplit tout à fait cette mission. Et effectivement, comme vous le soulignez, c'est un des derniers chœurs régionaux français. Il n'en reste plus que 4. Un dans le Nord, qui s'appelle le chœur régional des Hauts-de-France maintenant. Le chœur d'Île-de-France, chœur Victoria. Le chœur Provence-Côte d'Azur. Et notre chœur régional de la Réunion. On va juste rappeler que le conservatoire à rayonnement régional est financé par la région Réunion. Tout à fait. Et que voilà, ça permet aussi de dire qu'il y a des moyens qui permettent de tenir encore. Oui, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, ça dénote aussi une volonté politique de financer des espaces de formation qui sont ouverts à tous. Et c'est un signe fort, je pense, de la région de financer un chœur comme celui-là. Combien de personnes dans le sud et dans le nord ? Alors, on est à peu près 110 chanteurs, une cinquantaine dans le sud qui répètent donc toutes les semaines 2 heures à Saint-Pierre et une soixantaine dans le nord à Saint-Denis qui répètent aussi 2 heures toutes les semaines. Quand on dit chanteur, c'est que des voix, pas d'instruments ? Alors, pour le chœur, ce ne sont que des voix. D'accord. Après, selon les productions, selon les concerts, selon les œuvres qu'on monte, on a évidemment des collaborations. Le chœur régional est par exemple le partenaire naturel de l'orchestre de la région Réunion. L'année dernière, nous avons fait la grande messe en ut mineur de Mozart. Voilà. Cette année, on fait une œuvre sans orchestre, qui est une œuvre uniquement avec un accompagnement de piano, qui est une œuvre de Johannes Brahms et qui est une version que Brahms a lui-même écrite. C'est donc alors il y a 4 rendez-vous. Donc le jeudi 23 mai, le samedi 25 mai. Alors le 23 mai, c'est donc à la cathédrale de Saint-Denis. Jeudi soir. Oui. Après, c'est donc à l'église La Châtoire, de la Châtoire au Tampon. Il y aura église Notre-Dame de la Paix à Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Gilles-les-Bains. Et puis le dernier rendez-vous, c'est donc à l'église de Saint-Benoît. Voilà, on essaie tous les ans de faire des concerts aux 4 coins de l'île, puisque le conservatoire a des centres aux 4 coins de l'île. Donc 4 rendez-vous, 10 €, le tarif unique, donc 10 € l'entrée. Pour écouter Johannes Brahms, alors on va parler de lui, mais je voulais juste avant de commencer, on va voir si j'ai préparé une petite vidéo pour montrer d'abord qui est physiquement Johannes Brahms. On va et donc regarder ça tout de suite. Johannes Brahms, donc on l'écoute et on le regarde bien sûr. Opus numéro 2, c'est ça ?
Opus numéro 45. Celui-là qu'on avait ça c'est le deuxième numéro. que- Denn alles Fleisch, oui, car toute chair retourne à la terre. D'accord. Et la question, c'était alors, donc ce sera l'opus 45 qui sera joué. Oui. D'accord. Alors, on va juste dire que c'est un Allemand. Oui. Et que ce requiem allemand, il a mis quand même du temps à l'écrire. Oui, c'est un Allemand qui a une particularité. Il a été pris en affection par la famille Schumann. Robert Schumann et Clara Schumann l'ont adopté presque comme un fils adoptif. Robert Schumann avait une admiration pour Brahms et trouvait que c'était un génie. Et réciproquement, Brahms avait un respect, une admiration profonde, pour Schumann. Quand Schumann est mort... Et il est rentré dans ce qu'on appelle une phase un peu morbide, parce qu'il va y avoir la mort de Robert Schumann, et puis la mort de sa maman, qui va suivre aussi. Tout à fait. Et donc de 1854 à 1868, à peu près, plus ou moins, c'est le temps qu'il mettra à rédiger ce... C'est-à-dire entre le moment où sa maman meurt et le moment où l'idée vient, et puis l'inspiration, c'est difficile d'écrire à chaud sur la mort de quelqu'un. Oui. Voilà, et petit à petit... Ça fait juste penser, et on va faire juste la liaison. Oui. Victor Hugo mettra 10 ans pour écrire Les Contemplations, après la mort de sa fille, Léopoldine. Donc on voit que parfois, c'est plus ou moins le temps du deuil. Et là, c'est vrai que il a... si on lit ce qui est écrit sur Internet, on voit que c'est un introverti, il ne montre pas beaucoup ses émotions. Et même Clara Schumann, qui dira plus tard qu'il n'a jamais dit expressément qu'il l'avait fait pour Robert Schumann ou pour sa mère, mais il l'aura fait. Oui. Tout à fait, c'est exactement ça. En plus, il y avait, je pense, chez Brahms, qui est un luthérien convaincu, l'envie de ne pas faire un requiem de commande comme les autres requiems. C'est pour ça que son requiem s'appelle un requiem allemand, et on ne dit pas le requiem de Brahms, c'est un requiem allemand. C'est une proposition de requiem. Ça sera quand même, il va quand même il y aura quand même des éléments qui fait référence à la Sainte Écriture, à la Bible, hein. C'est normal puisque il parle de ça, mais on le voit aussi dans sa façon de faire, ce qu'il essaye de parler plus de sentiments et d'émotions que de ce qui est sacré. C'est un humanisme convaincu, et il se passe vraiment de la place de l'homme, de la place de l'homme sur Terre, de la place de l'homme après. D'ailleurs, il y a un moment qui est absolument, un numéro qui est fabuleux dans ce requiem, qui est le numéro 5, qui est chanté par la soprano solo, où d'habitude elle intervient dans un requiem au moment du Pili Jesu, qui est, c'est un peu l'apparition de la mer, etc. Là, le texte, c'est l'âme du défunt qu'on est en train d'accompagner à sa dernière demeure, qui parle aux gens qui viennent l'accompagner pour lui dire « Mais ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes, nous nous reverrons un jour ou l'autre et je vais vous consoler comme une mère console son enfant. » C'est quand même incroyable. Et c'est d'autant plus vrai que quand on regarde, on a l'impression qu'il essaye aussi de dire « La personne est morte, elle est partie, mais elle est toujours vivante. » Oui. Il y a tout à fait ça. Et puis il y a une chose peut-être supplémentaire aussi, que je crois qu'on trouve surtout dans ce requiem, c'est-à-dire que chanter un requiem pour une personne qui vient de partir, ok, c'est une chose, mais généralement ça s'adresse plutôt à ceux qui sont en train de l'entourer. Voilà, c'est un moment, quand on accompagne quelqu'un à sa dernière demeure, comme on dit, de réflexion sur sa propre existence, sa propre mort, ses propres croyances, etc. Et je trouve que ce requiem-là particulier, qui est écrit en allemand parce que destiné à un public allemand, donc les gens qui viennent écouter ça comprennent toutes les paroles, les paroles sont plutôt destinées aux gens qui viennent écouter. Et puis Brahms met quand même en avant quelque chose, c'est l'interrogation sur ce qu'il y a après. Tout à fait. En disant quand même, restez serein, voilà, et ceux qui seront dans la main de Dieu, comme il dit dans un de ses numéros, seront en sécurité. Si on pouvait faire une analogie avec Friedrich Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, lui qui disait « Dieu est mort », et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Oui. C'est typique allemand de se dire que la responsabilisation est quelque chose qu'il faut intégrer, il faut la faire, parce que en fait, c'est toujours être face à soi. Exactement. Et c'est ce qu'il a été là, Johannes Brahms, c'est face à lui, avec la mort de Robert Schumann, qui a été un peu son père spirituel, sa mère qui décède après. Et face à lui, il essaye de ne pas tomber dans
dans trop d'émotions, dans le manque, de se plaindre. On n'est pas dans le pathos du tout, même s'il y a des moments qui sont évidemment très très émouvants. Mais il y a un rapport entre le texte, alors comme vous le disiez tout à l'heure, le texte, c'est Brahms lui-même qui a choisi les extraits des évangiles, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pour les mettre en musique. Les textes sont magnifiques, le rapport entre la musique au service du texte est absolument fondamental, et ça donne un requiem d'une puissance incroyable, mais encore une fois, très humaine, très à la portée de tout le monde. On regarde pas les portes comme ça. Ça met un petit peu, si on met un petit peu face à Haydn, qui lui a fait les 7 dernières paroles du Christ, et lui il a vraiment gardé les 7 dernières phrases du Christ, et avec à la fin tout est accompli. Voilà, es ist vollbracht, tout est accompli. Et c'est un paradoxe, parce que lui il est vraiment dans le respect de ce qu'a écrit des Saintes Écritures, quoi. Tout à fait. En plus, il y a 7 numéros donc, dans ce Requiem de Brahms, et on pourrait penser que le Requiem se termine à la fin du numéro 6. Il y a une espèce de fugue monumentale, où je suis persuadé que les gens vont avoir envie d'applaudir là. Mais c'est pas terminé. Et il fait une espèce de coda, de numéro supplémentaire, qui se termine exactement comme le premier numéro avait commencé. Comme s'il avait bouclé une boucle, et comme s'il avait fait un bout de chemin avec nous. J'allais dire l'éternel recommencement. C'est exactement, voilà. S'il y avait un incendie, on aurait pu parler du Phénix et de Stravinsky, mais... voilà. Mais pas à ce coup-là, cette fois-ci. Et c'est vrai que ça continue pour lui. C'est-à-dire que la mort est un élément de la vie. Et c'est un cycle naturel. De toute façon, la mort est un élément de la vie. Et on a beau faire des progrès dans la science, dans la médecine, etc., on n'empêchera pas toujours qu'au bout de la vie, il y ait ça, et peut-être autre chose après. Et c'est pour ça que ce que Igor Stravinsky a fait avec le Phénix, quand se renaît de ses cendres, je crois que la renaissance est dans la tête de ceux qui restent, pas dans ceux qui sont partis, parce que c'est l'individu. Et on le voit dans la musique classique, lorsque ça repart sur certaines notes, dans certaines musiques, c'est impressionnant, quoi. C'est magnifique ce que vous dites là, parce que dans le numéro 3, il y a un baryton solo qui intervient, et qui est donc le porte-parole un petit peu de l'homme, et qui dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et Brahms a une réponse, a trouvé un texte avec une réponse qui dit « Regarde le paysan qui, tous les ans, attend que la pluie tombe. Quand il sait que la pluie tombe, il sait que tout va renaître et qu'il va avoir une récolte, etc. Et ça fait référence aussi au psaume où on dit que la vie, c'est comme une fleur qui croît et qui est coupée, etc. Là, voilà, il y a cette renaissance tout à fait liée à la nature, exactement, saison après saison. La vie revient parce que la pluie revient. Et puis cette phrase qui est je sais pas si elle est dans la Bible, mais on récolte ce qu'on sème. Oui. Et c'est pour ça que quand on écoute, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la musique, elle est liée à chaque instant d'une période de notre vie. Et à chaque fois quand j'écoute je regarde les dessins animés, je regarde ce que la musique classique apporte. Et pourtant, les enfants qui regardent ça aiment la musique. Bien sûr. Mais je suis sûr que si on leur propose ça dans un autre cadre, ils n'aimeraient pas la musique comme... C'est peut-être parce que le cadre n'est pas bien choisi. Voilà, je suis assez mal placé pour en parler. Moi, je suis d'une famille qui est, mis à part ce que je vous disais tout à l'heure de mon grand-père, une famille où il n'y a pas de musiciens, on n'a pas vraiment de pratique musicale. C'est vraiment le hasard qui m'a fait pousser la porte d'une école de musique. Et puis, voilà, je suis tombé dans la musique classique comme ça, mais j'avais pas de prédisposition. J'en parlais dans une émission il y a 1 ou 2 jours. Je disais que c'est quand il y a une scène dans Le Silence des agneaux avec Anthony Hopkins qui joue le rôle de où il est en train d'écouter un disque et c'est merveilleux. Et souvenez-vous de Philadelphia avec Tom Hanks. Ah oui, tout à fait. Voilà, où il fait écouter à l'avocat qui au départ est très hermétique, magnifique air d'opéra. Il explique ce qui se passe dans l'air d'opéra. Ça tire les larmes. C'est fabuleux. Tout à fait. C'est Tom Hanks qui joue le rôle donc de celui qui est malade, et Denzel Washington qui joue le rôle de l'avocat. Exactement. Dans Philadelphia, c'était une histoire sur le sida, et la fin se termine malheureusement pas excellemment bien. Mais encore une fois... Non, mais c'est une très belle fin.
Ouais. Je trouve que cette fin, elle est pleine d'amour, elle est pleine de tendresse, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de... Oui, parce que on termine sur des images. On a de la musique de fond, on a les images de son enfance, de Tom Hanks, et finalement, c'est vrai. Et il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas tout, On tout n'en veut ça. à personne. Exactement, c'est tout à fait serein. On ne pointe du doigt à personne. Et c'est vrai que c'est un message d'espoir aussi, parce que la mort, encore une fois, après la mort, il y a la vie qui continue. Et je ne sais pas si vous avez vu le film avec... alors, je vais essayer de retrouver Annabella Sciarra joue le rôle de la femme, et c'est, je crois... Ça va pas être simple. Je sais pas si Au-delà de nos rêves, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui va qui va mourir, qui est mort et qui va chercher sa femme en enfer pour. Et là, on a des musiques. D'accord. C'est un peu le mythe d'Orphée. Oui, c'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu. C'est vrai ce mythe là où il est prêt à tout abandonner pour sauver sa femme qui s'est suicidée et qui a été envoyée en enfer. Et lui, il va aller à ce recherche. Et pourtant, c'est un acteur qui est très connu et j'ai toujours pas retrouvé son nom. Tant pis. Mais c'est juste pour dire aussi que la musique classique, si on sort de ces moments où les rois avaient droit, la cour du roi avait droit à ça, les riches, quand les grands bals, les super bals qui ont eu lieu en Autriche, dans les pays d'Europe de l'Est, où la cour du roi, c'est vrai que la musique classique est collée à cette image-là. Oui, certains. Mais alors, pour une raison, je pense, assez simple, c'est que plutôt que musique classique, je vais parler de musique savante. Parce que c'est la musique qui a été transmise par l'écrit. Ouais. Voilà. Et donc, on a effectivement des traces de la musique du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle. Mais on n'a aucune trace vraiment de la musique du XVIe, du XVIIe, qui était la musique populaire et qui existait. Ouais. Voilà. Sauf qu'elle est de tradition populaire. Et on peut dire que la musique populaire d'aujourd'hui, la musique traditionnelle d'aujourd'hui, vient de là, avec toutes ces modifications, etc. Donc, c'est vrai que l'image de la musique classique, elle est liée à cette transmission par l'écrit qui n'était pas donnée à tout le monde, qui était donnée aux savants, qui était donnée aux gens qui avaient de l'argent, qui était donnée à ces cours, comme vous le dites, et avec une notion aussi supplémentaire, c'est que finalement la notion de concert telle qu'on l'entend maintenant, c'est une notion qui date du 19e siècle. Avant, il n'y avait pas de concert. Les gens n'allaient pas au concert payer ça n'existait pas. Non. Ça n'existait pas. Il y avait des auditions à la cour, comme vous dites, ou dans les églises, il y avait des offices. Toutes les œuvres qu'on va écouter en concert maintenant, par exemple, je pense à Une Passion de Jean-Sébastien Bach, on va l'écouter au concert, à l'opéra, éventuellement, dans une salle. Elle n'était pas du tout destinée au concert, elle était destinée au culte. C'était une œuvre qui a été écrite pour la semaine de la Passion, pour la semaine de Pâques, et qui a été donnée là, devant des gens qui restaient 4 heures à l'office et qui écoutaient... Sur tout ce qui concerne la musique liturgique, c'est-à-dire que ce soit le gospel, qui est qui est dans les églises, que ce soit toutes les chansons toute la musique grégorienne, cette musique-là était d'abord dans les églises, après elle est sortie aussi. Bien sûr. Et là, c'est pareil. Au Moyen-Âge, ça, c'est pas les chants grégoriens, c'est le chant du Moyen-Âge. Les seuls qui avaient le savoir, c'était les moines. Ouais. Voilà. Donc, on a de traces de la musique du Moyen-Âge, vraiment, que la musique grégorienne, parce que c'est la seule musique qui est écrite. Et d'ailleurs, si on fait référence à ce thème-là, avec l'incendie de Notre-Dame, et ils l'ont montré, ce qu'ils ont sauvé, c'est l'orgue. Oui. Oui, qui est un instrument, qui est un cavaille-école, qui est un des instruments fabuleux, les plus emblématiques de l'orgue, de la traduction d'orgue française. Oui, c'est un des... Heureusement. Enfin, je ne sais pas dans quel état il va être, et il faudra de toute façon faire beaucoup de travaux pour le remettre en état, mais oui, c'est heureusement qu'on l'a pas perdu. Et c'est vrai, quand on regarde, c'est bien quelle que soit la religion, c'est bien dans des endroits de lieux de culte que les gens jouent des musiques. Et vous savez, dans le chœur régional, moi je ne m'occupe pas de savoir la confession des choristes, qui ne s'occupe pas de savoir si je suis de confession catholique ou protestante ou juif ou quoi que ce soit. À partir du moment où on est touché par une œuvre, et à partir du moment où on se dit j'ai envie de la chanter, j'ai envie de la partager et j'ai envie de la transmettre, on y met tout ce qu'on a de nos croyances, quelles qu'elles soient. Et ces croyances se mélangent et elles sont communicatives. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a pas du tout c'est pas parce qu'on est protestant qu'on va chanter du Brahms, c'est qu'on est catholique parce qu'on va chanter du Mozart. C'est pas du tout. C'est un musicien, c'est un petit peu comme un comédien.
Voilà, qui va jouer le rôle d'un traître ou le rôle d'un amoureux, même s'il est ni amoureux ni traître. Le musicien, quand il se met au service de la musique, il donne le meilleur de lui pour servir ces magnifiques partitions, dont on hérite de ces compositeurs géniaux. En tout cas, on a discuté 24 minutes déjà. Oui, écoutez, le temps passe très vite et c'est une discussion fort intéressante. Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Avec grand plaisir. Je vais voir si on pourra avoir quelques images, en tout cas, pour montrer tout ce travail qui est fait au conservatoire. Et tout le travail que vous avez fait également sur ce ricanement. Si je peux vous dire un dernier mot, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, le tarif unique à 10 €, c'est aussi un signe fort de la région. De mettre des prix de place très très bas. Ce doit être les concerts les moins chers. De toute la Réunion. Vous voyez, tous les concerts qui ont lieu à la Réunion pour des programmes qui sont quand même assez fantastiques. Donc c'est aussi un signe de dire on essaie de mettre cette culture-là à la portée de tout le monde. D'accord, on va quand même faire un clin d'œil à l'église parce que beaucoup de spectacles de ce genre ont lieu dans ce lieu de culte. Et donc c'est une chose aussi de remarquer que l'église aussi, c'est s'ouvrir sur la musique et sur toutes les musiques. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.